Paris, 12 mars 1994. 6h47 du matin. Une porte s'ouvre, lentement, la femme de chambre entre dans la salle de bain, le marbre de Carrare brille sous la lumière grise du petit jour, les rideaux de soie filtrent à peine la clarté naissante. Catherine de Montclair est dans la baignoire. Immobile, l'eau a perdu sa chaleur depuis des heures, sur le rebord, une flûte en cristal baccarat, du champagne Krug, intact, pas une bulle ne monte plus à la surface. Catherine a 42 ans, 3 enfants, elle vient d'hériter de 340 millions de francs. Elle a cessé de respirer exactement 11 jours après la signature du testament de son père. La femme de chambre ne crie pas, elle recule un pas, puis un autre, elle referme la porte. Ses mains tremblent légèrement, elle descend l'escalier, chaque marche craque sous son poids, l'appartement est silencieux, 300 mètres carrés de silence. Avenue Foch, vue directe sur l'Arc de Triomphe. Dehors, Paris commence à s'éveiller. Ici, quelque chose vient de mourir. Catherine de Montclair était née Bourgard, un nom qui pesait lourd dans la haute société française. Blonde, toujours impeccable, un sourire qui ne montrait jamais les dents. Fille unique d'Henri Bourgard, l'homme qui possédait la moitié des vignobles de Margaux. Elle avait grandi entre deux mondes, l'appartement parisien, le château familial, les galas, les vernissages, les dîners où l'on parlait à voix basse. Tout le monde l'enviait, personne ne la connaissait vraiment. Son mari s'appelait Édouard de Montclair, 47 ans, une famille ancienne, un nom prestigieux, une fortune absente, il était beau, charmant, excellent cavalier, le genre d'homme que les mères de la haute société voulaient pour leur fille. Ils s'étaient mariés en 1975. Paris Match avait parlé du mariage parfait. Les photos étaient magnifiques. Catherine en blanc, Édouard souriant, le château en arrière-plan. 19 ans plus tard, Édouard composait le numéro du SAMU. Sa voix était calme, étrangement calme, trop calme pour un homme qui venait de trouver sa femme décédée dans leur salle de bain. Les premiers pompiers arrivent à 7h03, ils montent rapidement. Édouard les attend dans le couloir, costume impeccable, cheveux coiffés. Il ne pleure pas, il explique, d'une voix égale, sans trembler. Les pompiers entrent dans la salle de bain, ils constatent, ils ressortent, ils appellent le médecin légiste. Quelque chose ne va pas. Le médecin arrive 1 heure plus tard, il examine le corps, les lèvres de Catherine ont une teinte particulière, légèrement bleutée, les pupilles sont dilatées, plus que la normale, il fronce les sourcils. L'autopsie sera formelle. Barbiturique, une quantité massive, suffisante pour endormir un cheval, suffisante pour ne plus jamais se réveiller. Catherine ne prenait jamais de somnifères, elle détestait les médicaments, même un simple aspirine, tout le monde dans son entourage le savait. L'enquête commence, discrètement, dans ces milieux, on n'aime pas le bruit, on préfère les murmures, les inspecteurs posent leurs questions à voix basse, ils fouillent, ils creusent, ils découvrent. Le testament, modifié 3 jours avant la disparition de Catherine. Tout revenait aux enfants, la fortune, les propriétés, les vignobles, placés en fiducie jusqu'à leur majorité, Édouard ne recevait que l'usufruit de l'appartement. Pas un centime du capital. Pour un homme qui vivait au-dessus de ses moyens depuis 20 ans, c'était la fin. Les domestiques commencent à parler, pas devant la famille, évidemment, mais devant les inspecteurs, à huis clos, dans des bureaux sans fenêtres. Madame Blanchard, la gouvernante, 58 ans, 22 ans de service chez les Bourgard. Elle s'assoit, elle croise les mains, elle raconte ce que tout le monde savait, ce que personne ne disait. Édouard avait une maîtresse. Depuis 8 ans, Isabelle Fontaine, 34 ans, ancienne mannequin devenue décoratrice d'intérieur, grande, belle, ambitieuse, elle vivait dans un 2 pièces à Neuilly, elle rêvait d'autre chose. Catherine savait, bien sûr qu'elle savait, dans ces familles, les épouses savent toujours, elles voient, elles entendent, elles se taisent, parce que le divorce signifie le scandale, et le scandale signifie l'exclusion. Mais 6 mois avant sa disparition, quelque chose avait changé. Catherine avait engagé un détective privé, un homme discret, efficace, elle lui avait donné des instructions précises, suivre Édouard, tout documenter, ne rien négliger. Le détective avait fait son travail. Photos, relevés bancaires, factures d'hôtel, restaurant, bijouterie, voyage. Catherine préparait sa sortie, méthodiquement, patiemment, comme on démonte une bombe sans faire de bruit. Le 11 mars au soir, 24 heures avant la tragédie, les Montclair dînent seuls, les enfants sont en pensionnat en Suisse, le chef a préparé du homard, le plat préféré de Catherine, elle porte une robe simple, beige, Hermès, pas de bijoux. Édouard sert le vin, un château Margaux 1982, leur année de mariage. Catherine sourit, un sourire distant, ils mangent en silence, la conversation est polie, creuse, vide. À 22h30, Catherine monte prendre son bain. Comme chaque soir, elle aime l'eau chaude, les sels parfumés, le silence. Édouard reste en bas, il lit le Figaro, la gouvernante le voit,
elle range la cuisine, elle note l'heure mentalement. 22h45. Édouard se lève, il monte à l'étage, ses pas résonnent dans l'escalier, il entre dans leur chambre, il en ressort, il redescend. 23h30. Édouard remonte. Cette fois, il ne redescend pas. 23h40. Il appelle le SAMU. Les enquêteurs fouillent l'appartement, méthodiquement, ils ouvrent les tiroirs, les placards, les coffres. Dans le dressing d'Édouard, derrière une rangée de chemises Charvet, ils trouvent une petite boîte en bois. À l'intérieur, un flacon de Nambutal. Vide. Le pharmacien confirme. Édouard a acheté le médicament 3 semaines plus tôt, avec une ordonnance au nom de son père, décédé depuis 10 ans. Une erreur stupide, fatale. Les inspecteurs convoquent Édouard. Bureau gris, lumière froide, 2 chaises, une table. Édouard s'assoit, il porte un costume sombre, cravate impeccable, il répond aux questions, calmement, posément. Non, il ne sait pas d'où vient ce flacon. Non, il n'a jamais acheté de Nambutal. L'ordonnance, une erreur du pharmacien, sans doute. Les inspecteurs le laissent parler, ils ne disent rien, ils le regardent, ils attendent. Puis ils sortent les enregistrements, les relevés téléphoniques, les photos, les preuves s'accumulent sur la table, une par une. Édouard se tait, longtemps, puis il commence à pleurer, il avoue. Pas le crime, jamais le crime, juste les circonstances, il était endetté. 3 millions de francs, des créanciers discrets, pas de nom, pas de visage, juste des numéros qu'on appelle, des menaces qu'on murmure. Casino de Deauville, partie privée rue de la Pompe. Catherine allait tout découvrir. Le détective, les preuves, le divorce. Il aurait tout perdu. Il voulait juste qu'elle dorme, dit-il, qu'elle se calme, qu'elle arrête de fouiller. Il avait mis les barbituriques dans le champagne, pendant qu'elle prenait son bain, juste assez pour qu'elle dorme profondément. Il s'était trompé de dosage. Ou peut-être pas, les experts toxicologues calculent. Pour obtenir la concentration trouvée dans le sang de Catherine, il fallait au minimum 40 comprimés. Écrasés, dissous, mélangés. Personne ne se trompe à ce point-là. Le procès commence en novembre 1995. Palais de justice de Paris. La salle est bondée, mais ce n'est pas le public ordinaire. Costumes sur mesure, robes signées, parfums discrets. Les grandes familles de la bourgeoisie parisienne sont venues, pas pour soutenir, pour observer, pour mesurer les dégâts, pour s'assurer que leurs propres secrets restent enfouis. La défense d'Édouard est habile, ses avocats sont les meilleurs de Paris, ils construisent une narration. Un homme brisé par les pressions sociales, acculé par les dettes, paniqué par la perspective de tout perdre, un geste désespéré, une erreur tragique, pas de préméditation. Il parle bien, il convainc presque. Puis Isabelle Fontaine entre dans la salle. Tailleur Chanel noir, sobre, élégant, calculé, elle s'assoit à la barre, elle lève la main droite, elle jure de dire la vérité. Elle confirme leur relation. 8 ans. Elle ne le nie pas. Pourquoi le ferait-elle? Tout le monde le sait déjà. Puis elle ajoute quelque chose. Un détail que la police n'avait pas rendu public. 2 mois avant la disparition de Catherine, Édouard lui avait montré des appartements. Avenue Montaigne. Vue directe sur la Seine. 4 pièces. 15 millions de francs. Bien au-dessus de ses moyens. Sauf s'il héritait de sa femme. Un murmure parcourt la salle. Les avocats d'Édouard se penchent. Ils chuchotent entre eux, Édouard baisse la tête. Mais le coup fatal vient d'ailleurs. Le détective privé entre à son tour, il tient une mallette, il l'ouvre, il en sort des cassettes audio, des enregistrements, conversations téléphoniques entre Édouard et Isabelle, datées de janvier 1994, 6 semaines avant la tragédie. Le juge autorise la diffusion. La voix d'Édouard remplit la salle. Claire, reconnaissable. Dans 6 mois, nous serons libres. Fais-moi confiance. Catherine ne sera plus un problème. Silence. Personne ne bouge. Personne ne respire. Édouard ne lève pas les yeux. Ses avocats ne disent rien. Que dire? Les délibérations durent 3 jours. Le verdict tombe le 23 mars 1996. Exactement 2 ans après la disparition de Catherine. La salle est pleine à craquer. Le président du tribunal se lève. Il lit lentement. Édouard de Montclerc est reconnu responsable de l'élimination de son épouse avec préméditation. 20 ans de réclusion criminelle. Pas de circonstances atténuantes. Le président ajoute quelque chose, sa voix est ferme, froide. L'argent et le statut social ne constituent pas des excuses. Ils aggravent la culpabilité. Ils révèlent un calcul froid. Une manipulation délibérée. Un mépris absolu pour la vie humaine. Édouard est emmené. Menottes au poignet. Il ne se retourne pas. Il fait appel. Rejeté. Il demande la révision. Rejeté. Il purge sa peine à la maison centrale de Poissy. Les autres détenus l'appellent le comte, par moquerie, par dérision. Un homme comme lui, dans un endroit comme ça, ne passe pas inaperçu. Il essaie de se faire discret. Impossible. Il est une curiosité, une anomalie, un rappel vivant que personne n'est à l'abri, que la chute peut être vertigineuse. Isabelle Fontaine disparaît. 2 mois après le verdict, elle quitte Paris.
certains parlent de Londres, d'autres de Genève, on ne la revoit plus jamais dans les cercles de la décoration. On comprend pourquoi. Quel client voudrait engager la femme pour qui un homme a éliminé sa propre épouse? Les 3 enfants de Catherine sont élevés par la famille Beauregard, loin de Paris, loin des regards, loin des souvenirs. L'aîné, Augustin, hérite du château et des vignobles à sa majorité. Il a 25 ans. Il prend une décision immédiate. Il change de nom. Plus de Montclair, juste Beauregard. Comme si effacer le patronyme pouvait effacer l'histoire, comme si l'oubli était possible. Il gère l'empire viticole, brillamment, les ventes doublent en 10 ans, les critiques sont élogieuses, le Margot Beauregard retrouve ses lettres de noblesse. Mais Augustin ne parle jamais de son père. Jamais, pas même en privé. C'est une règle absolue, un silence définitif. La fille cadette, Margot, devient avocate, spécialisée en droit des successions, l'ironie n'échappe à personne, elle défend des familles dans des litiges patrimoniaux, elle connaît tous les pièges, toutes les failles, toutes les tentations. Elle sait exactement ce que l'argent peut faire aux gens. Elle l'a vu détruire sa famille. Le plus jeune, Charles, avait 8 ans le matin où la femme de chambre a trouvé sa mère dans la baignoire. Il vit maintenant à New York. Finance, gratte-ciel, vie rapide, il a coupé tout lien avec la France, il ne revient jamais, même pour Noël, même pour les vendanges. Certaines distances sont nécessaires pour survivre. L'appartement avenue Foch est vendu en 1998, une famille du Moyen-Orient l'achète, 28 millions de francs, ils refont tout, nouveau marbre, nouvelle peinture, nouvelle vie, ils essaient d'effacer, mais les voisins savent. Dans ces immeubles haussmanniens, l'histoire des appartements se transmet comme un héritage secret, on sait qui est décédé, qui a divorcé, qui s'est ruiné. La mémoire des murs est longue. Le château Beauregard reste dans la famille. Augustin en fait un lieu de prestige. Des dégustations pour clients fortunés, japonais, américains, chinois, ils arrivent en voiture de luxe, ils goûtent le vin, ils admirent les chais, ils photographient les vignes au coucher du soleil. Personne ne leur raconte l'histoire. Ce n'est pas bon pour les affaires. Le luxe se vend mieux sans fantôme. Septembre 2014. Édouard de Montclair est libéré. 18 ans purgé. 2 ans de remise pour bonne conduite. Il a 65 ans, cheveux blancs, dos voûté, regard éteint, rien du bel homme qui souriait sur les photos de Paris Match. Il vit dans un studio à Montparnasse, 30 mètres carrés, 4e étage, pas d'ascenseur, une petite fenêtre qui donne sur une cour intérieure, pas de vue, pas de lumière, il touche une petite pension, il ne sort presque jamais. Ses anciens amis l'ont oublié, tous. Dans la haute société parisienne, la mémoire est sélective. On se souvient des succès, des mariages, des héritages, on efface les scandales, on fait comme s'ils n'avaient jamais existé. Édouard essaie de reprendre contact avec ses enfants, il écrit des lettres, il appelle, il laisse des messages. Aucune réponse. Augustin fait passer un message par son avocat. Court, précis, définitif. Son père est juridiquement vivant. Familialement, il a cessé d'exister le jour du verdict. Il n'y aura pas de retrouvailles, pas de pardon, pas de seconde chance. Il y a 6 ans, un journaliste retrouve Édouard, il prépare un documentaire sur les crimes dans la haute société, il sonne à la porte du studio. Édouard ouvre, il hésite, puis il accepte de parler. Pas pour l'argent, il n'en veut pas. Pour raconter sa version, dit-il, pour expliquer. La caméra s'allume, Édouard s'assoit, il commence. Mais il ne dit rien d'intéressant, que des justifications, des regrets vagues, des larmes qui semblent calculées, des mots creux. Le journaliste ne diffuse jamais l'interview. Certaines histoires n'ont pas besoin d'explication. Les faits parlent d'eux-mêmes. Madame Blanchard, la gouvernante, a témoigné au procès, puis elle est partie, elle a continué à travailler. 15 ans encore, d'autres grandes maisons, d'autres familles, d'autres secrets. Elle prend sa retraite en 2009, elle s'installe en Bretagne. Près de Dinard, une petite maison blanche, vue sur mer, le vent, les vagues, le silence. Un soir, lors d'un dîner entre anciennes employées de maison, quelqu'un lui demande « L'affaire Montclair, vous y étiez, qu'avez-vous vraiment vu ?» Madame Blanchard boit une gorgée de vin, elle regarde par la fenêtre, la mer est sombre. Puis elle raconte les détails qu'elle n'avait pas donnés au procès, les petites choses, les choses qui font la différence. Comment Édouard avait souri en servant le champagne à Catherine. Comment il était resté en bas, lisant le Figaro, pendant 45 minutes. Comment il avait monté, attendu encore, puis appelé les secours. Elle avait tout vu, tout entendu, mais au procès, elle s'était contentée des faits essentiels, parce que parfois, les silences en disent plus que les mots. L'affaire Montclair a changé quelque chose, pas radicalement, pas visiblement, mais en profondeur. Les contrats de mariage sont devenus plus stricts, les avocats spécialisés en droit matrimonial ont vu leur clientèle exploser, les femmes ont commencé à protéger leur patrimoine différemment. Elles ont compris, être né dans la bonne famille ne suffit pas,
il faut aussi se protéger, juridiquement, financièrement, physiquement. Catherine de Montclair repose au cimetière du Montparnasse, tombeau familial des Bourgard, marbre blanc, sobre, élégant. Ses enfants viennent 2 fois par an, son anniversaire, la Toussaint. Il reste quelques minutes, il dépose des fleurs, il ne pleure pas devant les autres. Le deuil, dans ces familles, se fait en privé. Toujours, à côté de sa tombe, il y a un espace vide, réservé pour Édouard selon le plan original du caveau, datant de 1890, mais après le procès, Augustin a fait modifier les documents. Cet espace sera pour lui, le jour venu. Son père sera enterré ailleurs, dans un carré commun, un cimetière de banlieue, pas de marbre, pas de nom prestigieux. Même dans la mort, l'exclusion persiste. C'est peut-être la punition la plus cruelle, être effacé, non seulement du présent, mais aussi de l'histoire familiale, comme si on n'avait jamais existé. Il y a 3 ans, une vente aux enchères chez Drouot, un lot particulier apparaît dans le catalogue, des lettres d'amour, écrites par Catherine à Édouard, datées de 1976 à 1980, leurs premières années de mariage. Elles sont pleines d'espoir, de projets, de tendresse, de rêves. Elles sont vendues pour 800 €, un prix dérisoire. Le commissaire-priseur ne sait pas qui est l'acheteur, quelqu'un qui a payé en liquide, anonyme, peut-être Édouard lui-même, peut-être un de ses enfants, peut-être juste un collectionneur fasciné par la tragédie. Ces lettres sont tout ce qui reste de l'amour, avant l'argent, avant les dettes, avant le poison. Elles témoignent d'un temps où le mariage Montclair était encore possible, où le bonheur existait, avant que tout s'effondre. L'argent peut acheter beaucoup de choses, des avocats brillants, des témoins silencieux, du temps derrière des murs épais, mais il ne peut pas acheter l'innocence une fois perdue. Il ne peut pas effacer le moment où la décision a été prise. Ce moment, seul dans la cuisine, quand Édouard a ouvert le flacon, quand il a compté les comprimés, 1, 2, 10, 20, 40, quand il les a écrasés, quand il les a mélangés au champagne, quand il a remonté avec la flûte en cristal. Ce moment existe pour toujours. Quelque part entre la pensée et l'acte, entre l'intention et la conséquence, c'est là que tout se joue, c'est là que l'humanité bascule, c'est là qu'on franchit la ligne, et on ne peut jamais revenir en arrière. Dans un appartement avenue Foch, une salle de bain en marbre de Carrare, une baignoire vide maintenant, nettoyée, rénovée, habitée par d'autres. Mais quelque part, dans la mémoire collective de ces lieux, il reste une image. Une flûte en cristal baccarat, du champagne Krug intact, témoin silencieux d'une nuit où le luxe n'a protégé personne, où la fortune n'a sauvé personne, où un mariage parfait en apparence cachait une vérité mortelle. Et cette vérité continue de murmurer, dans les couloirs des grands appartements parisiens, dans les châteaux vignobles, dans les salles d'audience, dans les silences des familles. Elle murmure que derrière chaque façade impeccable, il peut y avoir un secret, que derrière chaque sourire de photo, il peut y avoir un calcul, que derrière chaque mariage parfait, il peut y avoir un poison qui se prépare. Lentement, silencieusement, dans une cuisine, un soir, pendant que l'eau du bain coule à l'étage. Cette histoire vous a troublé, vous a fait réfléchir sur ce qui peut se cacher derrière les façades de la haute société. Abonnez-vous, l'histoire de la semaine prochaine est encore plus sombre, une famille encore plus riche, un château en Normandie, un secret gardé pendant 3 décennies, des connexions jusqu'au plus haut cercle du pouvoir, et une erreur, minuscule, imperceptible, qui a tout fait s'effondrer. Nouveau cas chaque mercredi. À très bientôt.